Bonjour à tous, bienvenue dans cette 14e édition du webinaire Impact Recherche. Aujourd'hui, on va écouter Nancy Kentish-Barnes. Ce sera la seule présentation du jour. On devrait être ensemble pour une trentaine de minutes. Nancy Kentish-Barnes est sociologue. Elle fait partie du groupe de recherche Famirea à l'hôpital Saint-Louis. Elle va nous présenter les résultats d'une étude dont elle est la coordinatrice, au moins d'une publication dont elle est l'auteur. Elle pourra également répondre à vos questions et sa présentation portera sur... elle a essayé de répondre à la question de savoir si la présence d'un infirmier facilitateur de la communication était nécessaire ou pas pour soutenir les proches des patients en réanimation. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions via le module de questions-réponses qui est dans la barre de tâches de Teams. Vos questions pourront être posées directement à Nancy Kentish-Barnes en fin de présentation. Je vous laisse la parole et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir proposé de participer à ce webinaire. Donc, comme vous l'avez dit, je suis sociologue et je co-dirige avec le professeur Elie Azoulay le groupe de recherche Famirea à l'hôpital Saint-Louis. Famirea, c'est un groupe de recherche pluridisciplinaire. Voilà, nous sommes, alors il y a des médecins, des infirmiers, des psychologues et des sociologues. Et notre objet de recherche principal, on va dire, c'est le vécu des proches de patients hospitalisés en réanimation, à la fois pendant le séjour du patient et dans l'après, et d'essayer de mettre en place des stratégies pour améliorer ce vécu. Donc effectivement, je vais vous parler d'une étude qui a été financée au PHRC, qui est un essai randomisé qui s'intitule Impact du facilitateur de la communication sur le vécu des proches de patients de réanimation. Donc avant, de vous parler de cette étude, je vais je vais vous présenter quelques diapos de contexte. Ça me semble vraiment important pour bien comprendre l'étude qu'on a mise en place. Donc là, on parle de services de réanimation. En 2 mots, hein, les services de réanimation, sont les services où sont hospitalisés les patients les plus graves, à haut risque, de décéder, et tout ça dans un environnement hyper technique, pour faire, très court. Et ce qui est important de rappeler, c'est qu'au cours de ces 20 dernières années, il y a eu une évolution considérable de la place et des rôles des proches en réanimation qui, de simples visiteurs dans des services assez fermés, sont devenus des réels partenaires de la prise en charge du patient au sein de services beaucoup plus ouverts, beaucoup de services ouverts 24 heures sur 24 ou en tout cas avec des horaires de visite flexibles. Et ces proches sont donc là, ils participent à la prise en charge, ils sont impliqués dans les processus décisionnels et puis ils sont devenus aussi, du fait de cette présence et de cette implication, des objets de recherche pour nous, les chercheurs, avec notamment toute cette réflexion autour des soins centrés sur la famille. Alors, deuxième élément de contexte, c'est que pendant le séjour du patient en réanimation, les proches souffrent beaucoup de stress et d'anxiété. Donc, vous le voyez ici, 70% souffrent de symptômes d'anxiété, plus d'un tiers de symptômes de dépression, 20% de dissociation péritraumatique. C'est cette impression, en fait, c'est des proches qui vous disent: «Mais en fait, c'est pas réel, c'est comme si j'étais dans un film». Voilà. Et puis on sait aussi que les proches ont du mal à comprendre ce qui se passe, qu'ils ne comprennent que la moitié des informations qui sont données par le médecin, ce qui peut être problématique, hein, dans un contexte où ces proches sont aussi impliqués dans les processus décisionnels. Et puis si le patient, survit et la plupart, survivent, mais il peut aussi y avoir un stress de transfert. On s'est habitué à cet environnement et là, et à cette relation, avec les soignants et là, le patient est transféré vers le service d'aval et ça crée un nouveau stress. Et puis, les études ont montré, qu'après le séjour du patient en réanimation se développe ce qu'on appelle un syndrome post-réanimation chez les proches, c'est vrai aussi chez les patients. Et là, vous voyez, alors en fonction des études évidemment et du moment où on évalue les différents symptômes, mais entre 3 et 6 mois, on a à peu près 45 des proches qui présentent des symptômes d'anxiété, 25 des symptômes de dépression, plus d'un tiers des symptômes d'un état de stress post-traumatique, hein, c'est vraiment important, c'est quelque chose qui vient altérer la qualité de vie de ces personnes. Et puis si le patient décède, on a des taux de deuil compliqués, très élevés aussi.
Et puis la recherche qualitative, qui est importante dans ce domaine, a montré que les proches restent avec des questions sur le séjour en réanimation, des questions sans réponse, ce qui est embêtant, hein, pour avancer. C'est des proches qui n'osent pas recontacter les équipes. Et puis aussi un sentiment de solitude très important, parce que, disent-ils, ils ont vécu quelque chose de tellement intense, de tellement fort, qu'ils ont du mal à le partager avec d'autres proches qui n'ont pas vécu une telle expérience et donc ils se retrouvent un petit peu seuls avec tout ça. Troisième élément, de contexte, donc avec, toute cette littérature, en tête, il y a eu différentes équipes, hein, qui ont cherché à développer des interventions pour améliorer, le vécu des familles. Ces interventions ciblent essentiellement l'accompagnement et la communication entre les équipes de réanimation et les proches et ce qu'on voit, pour faire très, très court, comme je n'ai que 15 minutes, c'est que on a des études qui sont souvent, pas toujours, mais souvent positives dans les contextes de fin de vie et des études qui sont souvent, et bien entendu pas toujours, hein, mais souvent négatives dans le contexte de survie du patient. Parce que, en fait, on se rend compte qu'on va tester une intervention en réanimation et puis les proches vont sortir, le patient va sortir et se pose après la question de l'après-réanimation avec d'autres interactions, d'autres communications dans les services d'aval et cette intervention peut être un peu «polluée» entre guillemets, bien sûr, par ce qui se passe dans les services d'aval. Alors quelques exemples, mais très, très rapides. Vous voyez ici, 2 études, 2 essais randomisés du groupe Famille Réal, l'un publié en 2007, l'autre, plus récemment en 2022, qui sont, des essais randomisés dans les situations de fin de vie et le dernier, par exemple, publié en 2022, portait sur une stratégie d'accompagnement et de communication avec les proches dans les situations de fin de vie, une stratégie en 3 étapes et cette étude a montré qu'elle était, enfin, que l'intervention était associée à une diminution des symptômes de deuil compliqué, de stress post-traumatique et de dépression. Et puis, vous voyez ici une autre étude d'une autre équipe là, américaine, publiée quand même dans le New England Journal of Medicine, mais qui, n'a pas montré d'impact sur les symptômes des familles. Là, c'était une intervention par les infirmiers des services qui étaient là pour accompagner, les proches pendant le séjour du patient en réanimation et là, on n'a pas vu d'impact sur les symptômes, des proches, comme je l'ai dit. Donc j'en viens maintenant à cette étude sur, le facilitateur. Donc l'idée, évidemment, c'est, comme dans la lignée des autres études, d'essayer, d'améliorer, le vécu des proches en travaillant sur, la communication notamment. Et cette étude, en fait, enfin la première étude sur le sujet, a été, réalisée par le professeur Randall Curtis à Seattle aux États-Unis, une étude publiée en 2016. C'était un essai randomisé multicentrique dans lequel le facilitateur, qui était un infirmier ou une assistante sociale, était là pour faciliter la communication avec l'équipe de réanimation, de répondre aux besoins spécifiques en termes de communication et d'essayer de travailler sur les tensions et les conflits. Et cette étude a montré des résultats, intéressants puisque, on voit que 6 mois après, la sortie ou le décès, du patient, les proches qui ont bénéficié de cette intervention du facilitateur présentaient moins de symptômes de dépression. Voilà, ce qui était un outcome, important pour ce projet et dans ce projet, il y avait aussi un volet qualitatif important, parce que, donc l'équipe a interviewé avec des entretiens semi-directifs les proches impliqués, dans l'étude, enfin un échantillon bien sûr et ils ont pu montrer que, hem, les proches se plaignaient un petit peu que l'intervention du facilitateur soit limitée à la réanimation, alors que les problèmes vécus par les patients et les proches continuent, voire même, disent-ils, se renforcent dans les services d'aval avec un problème de continuité de l'information, le fait de rencontrer beaucoup de soignants, d'acteurs différents, de plus savoir trop où on en est et puis aussi, disent-ils, hein, c'est important de bien cibler l'intervention du facilitateur sur un travail autour des objectifs de soins. Est-ce que ce qu'on nous propose correspond à ce que le patient souhaite vraiment? Est-ce que le patient comprend vraiment? Est-ce que les proches comprennent et cetera?
Et donc j'en parle parce que, cette étude qualitative a eu un impact sur la façon dont nous avons eu, de penser la deuxième étude sur ce sujet, le 2e essai randomisé. Donc, Randall Curtis est venu passer, son année, sabbatique de recherche avec nous dans le groupe Famiria à l'hôpital Saint-Louis, et ensemble, nous avons retravaillé sur un protocole de facilitateur, en prenant en compte justement, ces éléments-là. Et donc, dans cette étude, qui est en fait une étude parallèle, hein, qui a eu lieu, à la fois en France, dans 5 services de réanimation, et aux États-Unis, autour de Seattle, dans 4 services de réanimation. Heu, et bien, alors là, on a les résultats et je vais vous les, présenter. On n'a pas encore les résultats de l'essai, américain. Et donc, ici, les infirmiers et infirmières qui sont les facilitateurs sont des infirmiers très expérimentés, hein, qui avaient au moins 10 ans d'expérience en réanimation, qui sont donc sortis, du soin de ces services-là qui ont été rémunérés d'ailleurs sur les budgets de recherche, hein, pour être, facilitateurs. Pour devenir facilitateur, ils ont bénéficié de 4 jours, de formation. On pourra en discuter, après, j'ai pas le temps d'aborder ça dans le détail. Et là, leur rôle tournait autour de 3 axes. Le premier, c'était bien sûr la communication, donc vraiment travailler sur l'identification et la mise en œuvre des objectifs de soins du patient, grâce notamment à un travail sur, la clarification des valeurs, du patient, et puis, un processus décisionnel approprié. L'idée, c'était vraiment d'aider le proche à devenir un acteur de la prise en charge du patient, en réanimation notamment parce que, les patients sont souvent, pas toujours bien sûr, mais sédatés, inconscients, et cetera. On a, travaillé aussi avec les facilitateurs sur les styles relationnels. L'idée, c'était, de pouvoir, proposer une communication qui était adaptée aux besoins émotionnels et au style relationnel, des familles, en s'appuyant là sur la théorie de l'attachement, et grâce à un questionnaire qu'on peut utiliser, on peut savoir si, le proche a un style relationnel plutôt sécure, craintif, détaché ou préoccupé, et adapter donc la communication en fonction. Et puis enfin, le troisième axe qui était la médiation, c'était vraiment de travailler, sur les tensions, de repérer d'éviter les potentiels conflits, entre équipe et soignants. Et tout ça, et c'était la nouveauté aussi de ce projet, à la fois en réanimation, mais aussi dans les 3 mois qui ont suivi l'inclusion dans le protocole. Donc, l'intervention du facilitateur se prolongeait dans les services d'aval, voire même jusqu'au retour à la maison. Donc ça, c'était un élément, vraiment novateur. Donc là, vous avez le dessin de l'étude. On voit bien que c'est un essai randomisé. Les proches ont été tirés au sort pour être soit dans le groupe interventionnel avec un facilitateur qui a interagi avec eux pendant 3 mois, soit dans le groupe contrôle. Et puis, les, critères, de jugement ont été évalués, dont je vais parler juste après, mais ont été évalués à 1, 3 et 6 mois, par téléphone, hein. C'est des questionnaires qu'on a fait passer par téléphone et c'est le groupe Famiria qui s'en est chargé. Donc notre hypothèse, c'était que cette intervention serait associée à une diminution de la prévalence de dépression au cours des 6 mois suivant la sortie ou le décès du patient. Puis on avait pas mal de critères de jugement secondaires dont je vais vous parler là maintenant. Donc sur les critères de jugement, donc notre critère de jugement principal, c'était les symptômes de dépression au cours des 6 mois, je l'ai dit, avec, l'échelle HADS et notamment la sous-échelle dépression, donc complétée à 1, 3 et 6 mois. Et puis comme critère de jugement secondaire, on a évalué l'anxiété au cours des 6 mois, le stress post-traumatique au cours des 6 mois, ce qu'on appelle en anglais Goal Concordant Care, c'est le fait que, la personne interviewée, là, le proche avait le sentiment que, la prise en charge correspondait à ce que souhaitait, le patient et les proches. La qualité de vie, des proches aussi, et puis on avait prévu, hein, une approche qualitative par entretien, mais là vraiment focalisée sur l'implémentation de l'intervention, et je vais en parler dans la dernière partie de ma présentation. Sur les critères d'inclusion, donc on a inclus les proches, de patients qui étaient, admis en réanimation avec un séjour, de minimum de moins 2 jours, avec un risque de mortalité hospitalière supérieur à 15 ou une maladie chronique grave avec une médiane de survie d'environ 2 ans.
Et puis, on a inclus le proche qui était le plus impliqué dans la prise en charge du patient et on a dû exclure, pour des raisons de faisabilité, vous le comprenez bien, les patients et les proches qui ne parlaient pas assez bien le français. Donc voilà, mais je vais passer vite le flowchart. Donc on a inclus 404 proches dans cette étude, 202 dans le groupe contrôle, 202 dans le groupe interventionnel. Et on a eu un taux de réponse d'à peu près 70% au cours de ce suivi recherche à 1, 3 et 6 mois, ce qui correspond à un taux de réponse qu'on trouve dans les autres études, d'autres études similaires. Alors sur les résultats maintenant, eh bien, on voit et on a vu malheureusement que cette intervention, n'était pas associée, ou n'avait pas d'impact du tout, ni dans un sens ni dans l'autre. Pas d'impact sur les symptômes de dépression, comme vous le voyez dans la première partie, de la figure ici. La dépression, donc c'était notre critère de jugement principal. Pas d'impact non plus sur les symptômes d'anxiété au cours, des 6 mois. Pas d'impact, vous ne le voyez pas ici, mais il n'y avait pas d'impact sur le stress post-traumatique, pas d'impact non plus sur la perception de la concordance des soins, pas d'impact non plus sur la qualité de vie des proches. Le seul impact positif qu'on ait pu voir, c'était que cette intervention était associée avec significativement plus de réunions médecins proches en réanimation, ce qui est quand même un résultat intéressant. Mais en tout cas, sur nos critères de jugement, notre critère de jugement principal, pas de résultat. Ça nous a, un petit peu interloqués. On espérait, comme dans l'étude américaine initiale, que cette intervention, puisse aider, les proches et donc comme c'était prévu, on a eu, un volet qualitatif, où on s'est intéressé à comment cette intervention avait été implémentée, dans les services et pour ça, on a fait des entretiens avec, les soignants, enfin avec un échantillon de soignants dans les 5 services. Donc on a interrogé à la fois des médecins, des infirmiers, des aides-soignantes, les psychologues, les assistantes sociales et puis on a aussi, interviewé les facilitateurs eux-mêmes, bien sûr, à la fin, de l'étude. Et donc, ces résultats, sont à mes yeux vraiment très, très intéressants et importants. On a vu d'une part que, pour à peu près tous les acteurs interrogés, tous étaient d'accord pour dire qu'il y avait un besoin pour améliorer la communication avec les proches et que le facilitateur était un moyen sans doute pour, les aider. Parce que notamment, il permettait une écoute active et il permettait de suivre la trajectoire, des patients et des proches après la réanimation. Par contre, on voit qu'il y a eu des soucis ou des barrières à l'implémentation de l'intervention. D'abord, on a vu que, dans certains services, clairement, enfin, les équipes n'étaient pas prêtes, à ce changement de enfin, à cette place, donner cette place à ce facilitateur. Dans un service, le chef de service lui-même, n'était pas vraiment partant, on s'en est rendu compte a posteriori. On a vu, et ça c'est important, qu'il y avait, des conflits de territoire, vraiment importants entre, les psychologues et les assistantes sociales et les facilitateurs. Donc, les psychologues et les assistantes sociales avaient vraiment l'impression que le facilitateur venait marcher un petit peu sur son territoire, et c'était mal vécu par eux, par elles. On a vu aussi, du côté des équipes, qu'il y avait une certaine frustration vis-à-vis du protocole parce que, les soignants nous ont dit: «Mais vous avez exclu, les proches qui parlaient mal le français ou qui n'avaient pas de sécurité sociale alors que c'est sans doute eux, qui ont le plus besoin d'un facilitateur». Donc ça, c'est intéressant et puis, quand on a interrogé les facilitateurs, on s'est rendu compte que même si on avait beaucoup travaillé avec eux sur leur rôle, il y a eu cette formation, eh bien, en pratique, c'était difficile, de trouver sa place, de bien définir son rôle vis-à-vis, des équipes. Ils ont dit aussi que, alors on avait mis en place pour les facilitateurs, une réunion mensuelle en groupe avec un psychologue extérieur à l'étude pour, débriefer, parler des difficultés et cetera. Mais ils nous ont dit qu'ils auraient souhaité, vraiment une supervision individualisée plus importante parce qu'ils ont pas mal souffert de tout ce qu'ils avaient reçu en termes d'émotions et puis aussi un besoin de formation supplémentaire. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur cette étude et ce qu'on voit et je pense que c'est important, c'est que lorsque l'on propose une intervention qui vient modifier les dynamiques d'équipe, il faut vraiment, vraiment s'assurer que, ces équipes soient bien préparées en amont, que tout le monde ait compris les objectifs de l'étude et adhère aussi, hein, à ces objectifs. C'est majeur et je pense que là,
et on apprend, hein, de nos erreurs. Peut-être qu'on n'a pas assez travaillé avec, les équipes, hein. Moi, je m'étais déplacée dans tous les services pour présenter l'étude et cetera, mais c'était sans doute pas suffisant. On n'avait pas anticipé les conflits de territoire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les équipes et les familles, parce qu'on a eu beaucoup de retours informels, hein, des familles, qui avaient bénéficié de l'intervention du facilitateur. Globalement, ils ont apprécié cette intervention, mais on voit que ça n'a pas d'impact sur les symptômes des proches. Alors, est-ce qu'on utilise les bons critères de jugement? Ça fait des années, hein, qu'on se pose les questions, mais à défaut d'en trouver d'autres, on continue d'utiliser cela et on voit que dans certaines études, quand même, ça a un impact. Donc, voilà, mais c'est quand même un objet de réflexion. On voit aussi que, dans la littérature, les interventions qui ciblent directement la communication entre les équipes qui sont déjà en place et les proches semblent plus efficaces que le fait de faire intervenir une autre personne. Ça a été montré dans une étude, avec les soins palliatifs, on le voit ici avec un facilitateur qui est sorti, hein, des soins. Et puis on attend les résultats de l'étude aux États-Unis. Ça sera vraiment intéressant de voir si on a des résultats, différents ou similaires. Et puis on a prévu une analyse comparative et bien sûr, il faudra qu'on prenne en compte, des éléments socioculturels puisqu'on sait qu'on n'a pas le même système de santé. On sait aussi qu'aux États-Unis, dans les services participants, il n'y a pas de psychologue, à temps plein attaché au service, donc ça, c'est majeur comme différence. Bon voilà, je vais arrêter là. Je vous ai donc présenté une étude un peu, «frustrante» entre guillemets, mais je pense que ces études-là sont importantes parce que, elles nous permettent de réfléchir au développement d'interventions dans le futur. Merci beaucoup et je suis ravie de répondre aux questions, bien sûr, s'il y en a. Merci à vous. Je pense, que tout le monde sera d'accord pour dire que c'était très clair. En effet, les résultats ne sont pas, ceux que vous espériez certainement. Néanmoins, votre présentation pose quand même certaines questions, notamment pour, aller un petit peu plus loin sur ce que vous nous avez dit. On a d'abord une question de Julien. J'en aurai aussi, pour ma part, après. Pouvez-vous, nous en dire plus sur le format des réunions entre facilitateurs et proches? Est-ce que c'était des interventions en physique, par téléphone? Est-ce qu'un lieu était dédié au sein du service ou c'était vraiment dans le à l'endroit de prise en charge des patients? Oui, bien sûr. Donc, effectivement, tout cela a été protocolisé puisqu'il fallait à la fois que les facilitateurs, sachent comment procéder et puis qu'ils fassent la même chose dans les différents services. Donc, en ce qui concerne la réanimation d'abord, il était prévu que, le facilitateur rencontre tous les jours, les proches, sauf si évidemment le proche ne le souhaitait pas ce jour-là ou s'il n'était pas disponible. Mais en tout cas, dans le protocole, c'était tous les jours, sur place en réanimation. Donc, ça pouvait être en fonction, du contexte, hein, dans la salle de réunion, qui est prévue, dans les services, mais ça pouvait aussi être aller boire, un café à la cafétéria de l'hôpital. Donc, on a souhaité que, ce soit le plus flexible possible pour correspondre aussi, aux souhaits, du proche et ce dont il avait besoin à ce moment-là. Et ensuite, dans les services d'aval, on a espacé un petit peu l'intervention du facilitateur. Donc, après, dans les services d'aval, c'était 2 fois par semaine, puis, au bout de 2 mois, c'était plutôt une fois par semaine. Si le patient, pardon, rentrait à la maison, on demandait si c'était possible à ce que le facilitateur revoie le proche et le patient quand il revenait pour, des consultations à l'hôpital. Et après le covid est passé par là et donc d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais à un moment donné, on a dû interrompre cette étude, parce qu'on avait commencé en janvier 2020, et donc en avril 2020, on a interrompu l'étude pendant 6 mois. Les facilitateurs ont dû retourner dans le soin, hein, parce qu'il y avait un vrai besoin de soignants. Et ensuite, quand on a, réouvert les centres, eh bien, il y avait encore, des restrictions sur les visites. Alors, dans les 5 services, il n'y avait pas de restrictions sur les visites des proches, mais on sait bien que les gens se déplaçaient moins et cetera. Et donc là, les facilitateurs ont aussi beaucoup travaillé par téléphone. Donc, c'était variable en fonction, du contexte, en fonction, des souhaits aussi et des possibilités, des proches. Merci beaucoup, c'est très clair. Julien avait une question aussi, plus pratique. Est-ce que enfin, comment le rôle justement du coup de facilitateur de ces infirmiers s'inscrivait
dans, l'organisation des soins par rapport, au planning, par rapport au temps dédié? De manière très concrète, comment vous avez réussi justement à faire en sorte qu'un temps soit certainement dédié, j'imagine? Oui, donc comme je l'ai dit, ces 5 infirmiers et infirmières ont été sortis, totalement, Ouais. des soins. Donc ça, c'est quelque chose qui a été négocié avec les services, les hôpitaux. Ils ont d'ailleurs été rémunérés, par, la recherche, hein, pendant ce temps. Donc ils étaient à 100 OK. facilitateurs dans le service. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des moments où évidemment ils étaient en congé, ce qui fait qu'il y avait pas de facilitateur, pas d'inclusion possible pendant ces périodes-là. Mais comme le suivi, se poursuivait, il y avait un système de roulement. Donc si les familles avaient vraiment besoin d'un facilitateur alors que leur facilitateur était en congé, Mmh. il y avait la possibilité de rebasculer à distance vers un autre facilitateur. Mais en tout cas, c'était, du 100 pendant le temps de l'étude. D'accord, merci beaucoup. On a une question de Valérie Loiseau. Vous nous avez parlé du fait que, l'avantage qui avait été soulevé, par la présence des facilitateurs, c'était l'augmentation finalement de réunions entre le médecin et les proches. Quelle était du coup la pratique habituelle dans le bras de contrôle, enfin dans le groupe contrôle? C'était quels sont les usages en fait habituellement? J'imagine que ça doit certainement varier d'un service à l'autre, mais est-ce qu'il y a voilà, des pratiques, du coup, de référence? Oui, bien sûr. Donc, ce qu'on a vu, parce qu'on l'a, évidemment, étudié, donc enfin, avant même de commencer, l'intervention, on voulait savoir, comment ça se passait. Donc dans ces services, ça se passe à peu près de la même manière, honnêtement. Donc on a, un rendez-vous systématique qui est organisé entre, l'équipe, le médecin et la famille à J2 de l'admission du patient en réanimation. L'idée là, c'est de faire un point avec un petit peu de recul sur le diagnostic, les traitements qu'on met en place, le pronostic et cetera. Et ensuite, en général, les entretiens se font à la demande, soit à la demande du médecin, soit à la demande de la famille. Ce sont des équipes qui voient quand même très régulièrement, c'est vrai, les proches. Et ce qui était intéressant avec l'intervention du facilitateur, c'est que comme il voyait tous les jours, les proches, et qu'il travaillait sur les styles aussi, je l'ai dit, hein, relationnels, et son rôle aussi, c'était de travailler avec les équipes, hein, pour, mieux, qu'ils organisent eux la communication avec ses proches. L'idée, c'était de pas de leur, de faire le travail à leur place, pas du tout. Et donc, on voit qu'avoir quelqu'un qui est là, et qui repère les difficultés ou les besoins, ça permet aux équipes de se mobiliser différemment, et ça s'est traduit là par plus d'entretiens, alors que déjà il y en a pas mal en réanimation. Mmh. Donc ça, c'était un élément plutôt intéressant. OK. Vous avez parlé d'implémentation, quel modèle vous avez utilisé? Alors je ne sais pas si je comprends bien la question. Ben, je c'est une question qui nous a été posée dans la boîte à questions, donc je propose à la personne qui a posé la question de pouvoir préciser, si elle le souhaite. Merci. Parce que sur l'implémentation, en fait, on a évidemment beaucoup travaillé avec les équipes et notamment les chefs de service et les cadres, mais je pense Mmh peut-être pas mh. assez avec les cadres en Mmh réalité, mh. pour, s'assurer que tout le monde avait compris, qu'il y avait, ce qu'on appelle en anglais readiness, qu'ils étaient prêts à implémenter cette intervention. Mais on n'est pas passé par une phase où on a interviewé les gens, où on Mmh s'est mh. assuré, qu'ils, avaient connaissance du protocole. Donc je pense qu'on est peut-être allé un petit peu vite sur cette, partie-là. On s'est beaucoup appuyé sur les chefs de service et je pense qu'en termes de diffusion de l'information et de compréhension d'une intervention comme celle-là, c'est pas suffisant, mais je pense que je réponds pas bien à la question. Est-ce que des on a une question de Bérangère, Couturier. Est-ce que des patients, ou des proches, partenaires ont été associés à la conception et à la mise en œuvre de l'intervention, de l'implémentation? C'est une excellente question. En fait, la réponse, c'est non. Enfin, j'ai envie de nuancer. Oui, en quelque sorte, puisque de manière,
On a utilisé, les entretiens qui avaient été faits aux États-Unis dans le cadre de la première étude pour, travailler sur le dessin de cette étude-là. Mais non, on n'a pas impliqué, des proches directement, quand on a travaillé sur le protocole avec Randall Curtis. Et c'est un tort et d'ailleurs encore une fois on apprend, et aujourd'hui maintenant, enfin on a, une grosse étude en cours, au sein du groupe Famiria et maintenant on a un groupe de proches, partenaires. Mmh. On a, 5-6 proches qui sont impliqués et on se rend compte, hein, que c'est très important de les avoir à nos côtés parce que eh bien, c'est eux qui nous rappellent aussi ce qui est important pour eux, ce qui fait sens, Bien sûr. voilà donc c'est majeur et on ne l'a pas fait explicitement dans le cadre de cette étude, même si on s'était appuyé sur les résultats de la partie qualitative, mais c'est pas tout à fait pareil. OK. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question également. Vous avez évoqué finalement la formation des facilitateurs. Je pense que ça pourrait être bien peut-être de, mmh, de préciser, comment ils ont été formés, comment ils ont été sélectionnés. Heu, voilà. Oui, bien sûr, j'avais une diapo, alors je ne l'ai pas montrée parce que j'avais pas le temps. Donc on a organisé, initialement 3 jours de formation. Donc il y avait un jour, avec les investigateurs, pour, vraiment, travailler avec les facilitateurs sur, cette étude, le rôle des facilitateurs, travailler autour de cas cliniques. On avait aussi, développé beaucoup d'outils pour les facilitateurs, des outils traduits pas mal de l'américain, enfin de l'anglais, mais sur le comment travailler sur les valeurs, et cetera. Et donc on a eu une journée vraiment de présentation, d'échange, et cetera. Le deuxième jour était une journée consacrée à la communication. Là, on a, fait appel au docteur Anne Renaud, qui est une spécialiste de la simulation en communication en réanimation, qui vient de Brest et qui est venue avec une infirmière actrice et elles ont, vraiment travaillé avec le groupe sur, l'acquisition de compétences relationnelles pour faciliter la communication, l'accompagnement de ces familles, avec une approche par les situations de travail, voilà avec, des un peu d'apport théorique, mais surtout là, vraiment beaucoup de jeux de rôle. Et ça a été très apprécié, et le troisième jour était un peu plus théorique, mais avec des exercices bien sûr. On a eu l'intervention de Marie Danet qui est professeure en psychologie. Elle était maître de conf à l'époque, maintenant elle est professeure, mais elle a vraiment travaillé avec les facilitateurs sur la théorie de l'attachement, et les implications cliniques, ça c'était vraiment important. On a eu l'intervention de Perrine Bourdet qui est psychosociologue, et qui a beaucoup travaillé avec les facilitateurs sur la médiation, sur, voilà comment repérer les tensions, qu'est-ce que je fais avec ça en pratique, et cetera. Et puis, voilà, ça c'était les 3 jours. Et puis comme je l'ai dit, il y a eu l'interruption, du fait du covid et les facilitateurs ont réclamé, un 4e jour de formation pour se remettre un peu dans le bain et ce qu'ils ont souhaité, c'était de nouveau de travailler avec, le docteur Anne Renaud, autour de jeux de rôle et cetera. Donc ce 4e jour s'est fait, dans la deuxième partie, de l'étude et je pense que c'était vraiment, une formation intéressante, riche, mais que, c'était très intense et peut-être qu'ils auraient bénéficié, ces facilitateurs, de plusieurs jours, peut-être, tout au long de l'étude, des rappels, et cetera. Je pense que ça enfin, ils l'ont dit, hein, c'est ce qu'ils auraient souhaité. Mais en tout cas, voilà, ça, c'était le contenu de la formation proposée. Merci beaucoup. On a une nouvelle question et qui du coup rejoint un petit peu, ma question précédente. Comment vous avez sélectionné les facilitateurs et pourquoi n'avoir choisi que des infirmiers? Hem, Est-ce que c'est quelque chose que vous feriez différemment? Est-ce que ce choix se confirme et cetera? Alors pour le choix des pourquoi des infirmiers? Alors ça, on en avait pas mal discuté avec, Randall Curtis. Dans son expérience, parce que dans sa première étude, ils avaient un facilitateur, infirmier, un facilitateur, assistante sociale et ils trouvaient que pour, l'intégration, les échanges avec les équipes, c'était beaucoup plus facile pour l'infirmier qui avait davantage aussi le vocabulaire, qui comprenait mieux le contexte de la réanimation, on va dire et donc on est parti, là-dessus.
Et pour les recruter, dans ces 5 services en France, on a, bon, déjà, il a fallu, trouver les services qui acceptaient, de détacher, un infirmier, expérimenté, des soins. Enfin, voilà, ça c'est pas facile, mais, on a un réseau et très vite, on a trouvé des services et dans ces services, on a, fait une annonce en fait, voilà, c'est passé par le chef de service et les cadres pour recruter pour des candidats en fait d'infirmiers intéressés. On a demandé des infirmiers, qui avaient au minimum, 5-7 ans d'expérience. Bon, au final, c'était encore plus, hein, ils avaient tous au moins 10 ans d'expérience en réanimation, qui étaient intéressés par, la relation, qui voulaient y consacrer du temps. C'était aussi, pour certains d'entre eux, des infirmiers qui se posaient la question de quitter la réanimation, parce que pour X ou Y raison d'ailleurs, et pour aller vers plus de communication. Par exemple, il y a une infirmière qui, après l'étude, n'est pas retournée dans les soins et elle s'est lancée, avec une association, avec une ligne d'écoute pour, alors je ne sais plus dans quel contexte, mais c'est une ligne d'écoute. En tout cas, maintenant, elle fait beaucoup d'écoute. Donc voilà, des soignants avec des profils, différents, mais tous vraiment intéressés par, la relation. Alors, je sais bien que tous les soignants, hein, sont intéressés par la relation, mais l'idée, c'était des soignants qui voulaient investir tout leur temps, là-dedans et qui acceptaient de ne plus faire de clinique. Ce qui est quand même difficile, hein, pour les infirmiers, et pour certains, le fait de ne plus faire de soins du tout, c'était compliqué au début. J'imagine. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question peut-être du coup pour terminer sur les perspectives de cette étude. Là, du coup, on est en attente des résultats des États-Unis. Euh, je compte sur vous pour nous tenir au courant. Bien sûr. Est-ce que vous imaginez, vous, refaire une étude en changeant des paramètres? Si oui, lesquels? Et quels pourraient être du coup les objectifs compte tenu des résultats déjà obtenus? Je pense qu'à à ce stade, aujourd'hui, on n'est pas parti pour refaire une étude sur, l'intervention de facilitateurs. On voudrait travailler davantage, sur ce qu'on peut faire avec les équipes qui sont déjà Mmh, en place. On sait déjà qu'il y a des difficultés de recrutement, dans les services de réanimation et ailleurs aussi et donc voilà, on veut vraiment travailler avec les équipes. Alors c'est ce qu'on a fait, dans le cadre de la fin de vie avec l'étude dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est vraiment d'essayer de travailler avec ces équipes, de leur donner les outils pour qu'eux, puissent, améliorer, ce qu'ils font déjà bien, hein, mais ce qu'ils font, auprès, des proches. Donc on est plutôt parti là-dessus, et dans le cadre de la recherche hospitalo-universitaire que nous faisons en ce moment, nous travaillons aussi beaucoup sur le développement d'outils info-éducatifs, pour les familles, et pour ça, on a besoin des soignants. C'est important parce que l'idée, c'est pas juste de remettre un outil, c'est que le soignant accompagne aussi la remise de cet outil, s'en empare aussi. Donc on est plutôt sur ces objectifs-là, en ce moment. Ça ne veut pas dire que dans le futur, on refera pas, et encore une fois, il faut voir, ce que l'étude va donner aux États-Unis. Mais pour l'instant, on se concentre plus sur les équipes, déjà en place. merci. Je rappelle du coup pour les personnes qui ne sauraient pas, la recherche hospitalo-universitaire en question, c'est le RHU FAME, qui est, coporté avec l'université Paris-Cité. Tout à fait, merci. Je pense que nous avons bientôt fait le tour. Je vérifie que d'autres questions n'aient pas été posées. Merci beaucoup, Nancy Kentish-Barnes. Ce webinaire sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de l'APHP dès demain. Pour rappel, vous pouvez trouver les 24 précédents épisodes directement sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager ces épisodes autour de vous. Les résultats des études sont souvent intéressants et précieux pour beaucoup de monde. Donc, partagez les informations à vos proches, aux associations de patients que vous pouvez connaître. Et nous vous retrouvons en mai pour un prochain épisode. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous.